Les web numéro 5, la partie 2, qui va couvrir les problèmes hyperstatiques. Alors, avant de commencer, c'est quoi un problème hyperstatique? Alors, pour comprendre ça, on va prendre des problèmes isostatiques. Alors, un problème isostatique, c'est un problème où on peut utiliser l'équilibre ou la statique tout seul pour résoudre le problème. Alors, si on parle de problème axial, okay, c'est par exemple cette équation, on peut l'utiliser tout seul pour trouver toutes les forces internes et ensuite résoudre le problème. Si on a un cas hyperstatique, qu'est-ce qui arrive? Par exemple, si on a une réaction ici et une réaction ici. Dans ce cas, cette équation, qui est l'équation d'équilibre, n'est pas assez. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ce type de problème? On va utiliser cette équation d'équilibre, mais aussi on va utiliser une autre équation qu'on appelle une équation de compatibilité. Okay, alors ça, c'est la première chose. C'est une méthodologie différente dans les problèmes hyperstatiques. L'autre chose, c'est qu'on peut catégoriser ces problèmes hyperstatiques en 3 cas. Et je vais faire un problème typique pour chacun des cas. Alors, si on commence avec le premier cas, c'est un cas où on a des membrures coaxiales, comme il est montré dans ces figures. Par exemple, un tuyau comme ça, et on a un noyau, et les deux sont joints ensemble. Alors, ça, c'est un cas de membrure coaxiale, ou quelque chose comme ça, où les deux sont attachés ensemble pour faire en sorte que l'élongation ou la déformation est la même. Et alors, dans ces types de cas, comment est-ce qu'on va résoudre? Alors, c'est très simple. Premièrement, on va examiner le DCL de la structure. Alors, par exemple, si j'ai ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupe comme ça, quelque part ici. Et ensuite, je vais analyser cette coupe et je vais trouver une première équation en utilisant l'équilibre et la statique. Alors, je vais avoir ces forces internes qui sont inconnues dans le noyau et dans la section externe, et je vais avoir ma première équation. Ensuite, ce que j'utilise, c'est la compatibilité. Alors, pour utiliser la compatibilité, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver l'élongation de chacun de ces éléments. Alors, élément 1, je vais trouver l'élongation de l'élément 1, la partie externe, et l'élongation du noyau, alors le E2. Et la compatibilité dans ce cas, si on examine ce cas, qu'est-ce qui arrive si j'ai la charge qui est appliquée ici et les deux éléments sont joints ensemble? Qu'est-ce qui va arriver? L'élongation doit être la même. Alors ça, c'est mon équation de compatibilité. Alors vous voyez ici, ces élongations sont en termes de F1 et F2. Même chose ici, cette équation 1 est en termes de F1 et F2. Alors si je mets ces deux dans ces deux élongations dans cette équation, ça me donne l'équation 2. Et je peux utiliser l'équation 1 plus l'équation 2 pour résoudre pour ces forces inconnues F1 et F2. Ok, alors je vais faire un exemple sur ça. Alors, on a un tube qui est composé d'un tuyau en aluminium avec un noyau en cuivre. Le diamètre extérieur est égal à 30 mm et le diamètre intérieur est égal à 22 mm. Trouvez la contrainte dans les deux éléments. Okay. Alors, première chose, on devrait faire un sommaire de toutes les propriétés. Alors, si je mets les propriétés, et la longueur ici, j'ai oublié de donner ça. Ça, c'est 500 mm. Alors, je vais mettre la longueur, ça c'est 500 mm, L1. Je vais mettre le module, et encore une fois, je vais utiliser Newton et millimètres. Et je vais mettre toutes les propriétés comme ça. Alors, on a 70 GPa. Alors, ça, c'est 70, 10 à la 3 Newton par millimètre carré. Le diamètre ici, ça, c'est une section avec un noyau comme ça. Okay. Alors, on a dit ça, c'est 30 et à l'intérieur, égal à 22. Alors, je vais utiliser cette formule pour trouver l'air. Et pour l'élément 2, je vais faire la même chose. Alors, la longueur est égale à 500 mm. Le module est égal à 105 GPa. Alors, ça, c'est 105 10 à la fois Newton par millimètre carré.
Et dans ce cas, ça c'est juste une section pleine comme ça. Il y a 22 mm, alors je peux trouver l'air. Ça c'est la première chose. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais examiner le DCL de la structure entière. Et ça va me donner l'équation d'équilibre. Alors, je vais mettre les forces internes pour commencer en traction. Et alors, je vais mettre ma force ici, F2, et aussi ma force F1. Okay, F1, c'est dans la section externe et F2 dans la section interne. Et ce que je vais faire, je vais prendre l'ensemble des forces égale à 0. Alors, j'ai moins 30 kN, moins F1, moins F2 est égal à 0. Alors, ça, c'est l'équation numéro 1. Ensuite, ce que je vais faire, je vais trouver les élongations dans chacun des éléments. Alors, pour la section externe, c'est le tube, c'est juste F1, L1, A1, E1. Alors, le seul inconnu ici, c'est le F1. Même chose pour le 2, c'est le F2 qui est inconnu. Alors, je vais avoir ces équations. Okay, je vais garder ces équations. Ensuite, j'utilise la compatibilité. Alors, dans notre cas, on a cette équation. Ça, c'est l'équation de compatibilité. L'élongation du premier élément doit être égale à l'élongation du deuxième élément. Et ce que je vais faire, je vais isoler pour une des forces inconnues. Alors, on a dit F1 est inconnu et F2 est inconnu. Alors, je vais mettre F1 en termes de F2, juste en multipliant le A1, le A, le E et le L de l'autre côté. Alors, si je fais ça, je vais trouver une équation, une deuxième équation. Donc, ici, on va juste faire attention avec ça. On va voir. Ok, je vais commencer avec les propriétés de l'élément 2. Et ça, c'est les propriétés de l'élément 2. Donc, ça, c'est 380. Ça, c'est 105 10 à la 3. Et ça, c'est 500. Ensuite, je vais faire les propriétés de l'élément 1. Donc, ça, c'est 327. Ça, c'est 70 10 à la 3. Vous voyez ici, il y a 10 à la 3, 10 à la 3. Alors, si je voulais, je peux pas les mettre ici. Et ça, c'est 500. Alors, si vous faites ça, vous allez trouver cette équation. Ça, c'est l'équation numéro 2. L'équation numéro 2. Alors, avec ça, je peux maintenant résoudre. Alors, je connais que maintenant F1 est égal à 0.573 F2. Et j'avais trouvé l'équation 1 qui est montrée ici. Alors, je peux remplacer le F1 avec cette valeur. Et je vais avoir, donc si je mets 0.573 F2, maintenant je peux résoudre pour F2 et je vais trouver cette valeur. Alors, F2 est en compression. Et ensuite, ce que je peux faire, je peux réutiliser l'équation 1 pour trouver F1. Alors, je vais mettre la valeur maintenant. Et je peux résoudre pour la force F1. Et si dans la question, on nous demandait les contraintes, alors pour trouver les contraintes, je vais faire attention. Alors, si je travaille en newton et millimètres, je peux trouver la contrainte dans l'élément 1 et l'élément 2. Si on nous demandait de trouver l'élongation, okay, c'est très simple. Je peux soit utiliser E1 ou E2. Et vous allez voir, okay, essayez, vous allez trouver la même réponse. Okay, ça va être la même réponse. Pourquoi? Parce qu'on a dit E1 est égal à E2. Donc, ça, c'est une bonne vérification. Et s'il nous demandait l'élongation, je peux prendre soit E1 et E2, ça nous donne la même réponse. Juste un cas particulier ici. Okay? Dans certains cas, vous pouvez avoir un espace ici, ou en anglais, on appelle ça un gap. Okay? On a un petit espace entre les deux éléments. Dans ce cas, l'équation est la même. La seule chose, je vais ajouter l'espace ici, dans l'équation de compatibilité. Alors, pourquoi je l'ai mis ici de ce côté? À cause que l'élément 1, vous voyez, est plus
plus court que l'élément 2. Alors ça c'est pourquoi j'ai mis l'espace de ce côté. Et la résolution est la même chose. Un autre type d'exemple, même principe. Par exemple, si vous avez une colonne en béton armé, vous avez des barres d'acier et le béton. Alors parce que c'est quand on coule le béton avec l'acier, c'est coulé ensemble. C'est comme les éléments sont joints ensemble. Alors, si j'ai une élongation dans les éléments d'acier, ça va être la même élongation dans le béton. Alors, dans ce cas, je peux dire A1 est égal à 4 l'aire d'une barre. Alors, si je connais l'aire d'une barre, je peux trouver le A1. Le A2, je peux dire c'est l'aire du béton. Et ensuite, je peux trouver une première équation juste en examinant les forces. Alors, si je prends la force dans les 4 barres comme la force F1 et la force dans le béton comme la force F2, je vais utiliser la première équation. Et ensuite, la deuxième équation, c'est l'équation de compatibilité où on a E1 est égal à E2. Le deuxième cas, c'est des cas où on a des membrures axiales en série. Alors, il y a deux types de problèmes deux méthodologies de résolution que je vais vous montrer. Le premier type de problème, c'est si on a deux éléments en série, comme il est montré dans cette figure. Alors, dans ces cas, c'est assez simple la résolution. On va juste prendre le DCL d'un élément. Je vais prendre le DCL ici au milieu. Et je vais trouver la première équation, équation 1. Ensuite, je connais que l'élongation dans le premier élément est égale à ça, et dans le deuxième élément, c'est égal à ça. Et je peux ensuite utiliser la compatibilité. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui arrive? L'élongation totale, dans ce cas, ça doit être égal à 0, parce que c'est fixe ici et c'est fixe ici. Alors, ça, c'est mon équation de compatibilité. E1 est égal, plus E2 est égal à 0. Alors, un petit peu différent du premier cas qu'on a vu. Mais c'est le même principe. Et ce que vous avez, c'est si dans certains cas, on a un espace comme ça, ce que vous allez mettre, c'est au lieu d'être 0, vous allez juste mettre l'espace ici. Ça nous donne l'équation 2. Et on peut résoudre l'équation 1 plus l'équation 2 pour résoudre le problème. Alors, ça, c'est un exemple sur ça. Alors, quand je dis deux éléments, c'est quand on fait la subdivision. Vous vous souvenez, on fait la subdivision de la structure en éléments pour trouver les élongations. Alors, quand je fais cette subdivision, si je trouve seulement deux éléments, ça c'est la méthodologie. Alors, on va faire cet exemple. Alors, on nous donne l'information dans la question. On veut trouver la contrainte dans les deux éléments. Alors, première chose, on va prendre le DCL d'une section ici, au milieu. Alors, je vais mettre la force dans le premier élément en traction et même chose, la force dans le deuxième élément. Et ça me donne la première équation. Alors, si je prends la somme des forces est égale à 0, je vais trouver F1 moins F2 moins 110 est égal à 0. Ça, c'est la première équation. Ensuite, comme dans l'autre exemple, je trouve les élongations et je vais utiliser la compatibilité qui est dans ce cas E1 plus E2 est égal à 0 et je vais isoler pour la force F1. Et ça, c'est ce que je fais. Alors, je vais avoir égal à moins F2 et même chose, je fais attention avec les propriétés. Alors ça c'est les propriétés de l'élément 2. Là je vais avoir, si on lit la question, ça va être 1600. Ici ça c'est 210 à la fois et ça c'est 1000. Ensuite je vais mettre les propriétés de l'élément 1. Ça c'est 800. Ça c'est 210 à la fois et ça c'est 1500. Alors si vous faites ça, vous allez trouver l'équation 2 qui est égale à F1 est égal à moins F2 multiplié par 0.333. Donc ça c'est l'équation 2.
Ensuite, je vais mettre l'équation 2 dans l'équation 1. Alors, je vais remplacer le F1 avec la valeur qu'on vient de trouver. Donc, j'ai moins 0.333 F2, moins F2, moins P, c'était 110. Et ensuite, je peux résoudre pour le F2 et je vais trouver que F2 est égal à moins 82.5 qui est égal à 82.5 en compression. OK? Et ensuite, je vais remettre la valeur de F2 dans cette deuxième équation et je peux trouver F1. Et si vous faites ça, F1 est égal à moins 0.33 multiplié par moins 82.5 et vous allez trouver c'est égal à 27.5 kN ou 27.5 en tension ou en traction. Ensuite, ce que je peux faire, je peux maintenant trouver la contrainte dans chacune de ces éléments. Alors, si je fais ça, encore une fois, je fais attention, j'utilise maintenant Newton et millimètres. Alors, je peux trouver la contrainte dans l'élément 1 et je peux trouver la contrainte dans l'élément 2. Si on nous demande l'élongation de la membrure 1, okay, je peux trouver ça. Je vais juste mettre les valeurs ici. Et ce que vous allez voir, okay, parce qu'on a dit que E1 plus E2 est égal à 0, vous pouvez vérifier. Si vous mettez la valeur ici, ça c'est plus 0.2578, vous allez voir que E2 est égal à moins 0.2578 et ça va être égal à 0 et ça marche. Okay. Si on nous demande de trouver les réactions, qu'est-ce qu'on va faire? Okay, ça c'est pour les contraintes et les élongations. Si on nous demande de trouver les réactions, ce qu'on devrait faire, c'est juste de corriger la direction des forces ici. Okay. Donc ça c'est, on a trouvé c'était 27.5 en traction. Alors je vais le mettre comme ça. 27.5 et je vais mettre le symbole ici de traction. Et celui-là, on avait trouvé 82.5 en compression. Alors si j'examine cette partie, où on a les réactions ici, alors ça va être 82.5 comme ça. Et ici, ça va être 27.5 comme ça, à cause du principe action-réaction. Alors je peux trouver cette réaction. Et je peux trouver cette réaction juste en examinant ce DCL et ce DCL. Ok, alors ça c'est un cas où vous avez deux membrures en série. Alors ça c'est la méthodologie que vous devrez utiliser. Mais si vous avez par exemple plus que deux, alors si vous avez trois éléments en série, alors dans ces cas, la méthodologie que je viens de vous montrer, ça ne va pas marcher. Alors pour ces cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une autre méthode. Alors ce qu'on va faire, c'est on va enlever une des réactions, par exemple cette réaction. Je vais enlever cette réaction et je vais analyser la structure sans la réaction. Alors je vais trouver l'élongation totale de la structure sans cette réaction et je vais appeler ça E. Alors je vais trouver E1 plus E2 plus E3 et je connais les forces internes. Je peux trouver ça facilement parce qu'il n'y a pas de réaction ici. Ok, c'est comme dans la partie 1. Je vais trouver l'élongation totale de cette structure sans cette réaction. Ensuite, je fais une deuxième analyse où j'enlève, vous voyez ici on a les forces. Dans le deuxième cas, j'enlève les forces. Mais je vais mettre la réaction ici. Okay, alors, je vais trouver l'élongation due à cette réaction tout seul. Alors, si je fais ça, je peux trouver la force interne. Okay, ça va toujours être la force de réaction dans tous ces éléments. Et je vais trouver l'élongation totale due à cette force. Okay, c'est comme une force externe. Je vais traiter la réaction comme une force externe. Et je vais trouver l'élongation due à cette force. Et j'appelle ça E'. Et ce que je vais faire pour la compatibilité, c'est comme dans ce cas. Je vais mettre E plus E' est égal à 0. Et le seul inconnu dans cette équation va être ma réaction. Donc, je peux résoudre pour cette réaction. Après que je trouve la réaction, je peux la mettre ici. Et je peux maintenant trouver les forces internes dans chacun des éléments et je peux trouver les élongations, les contraintes, etc. Le dernier cas qu'on peut avoir, c'est un cas où on a une poutre rigide et des membrures axiales. Alors, avant de commencer avec ça, je vais juste faire un rappel sur les exemples isostatiques, comme on a vu dans la partie 1 du TD Web 5. Alors, si on examine ce cas qu'on a examiné, alors dans ce cas, les inconnus sont les forces dans les membrures axiales F1 et F2. Alors, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on a fait?
on a utilisé la statique et on a tout de suite été capable de trouver F1 et F2. Et ensuite, on a pu trouver les contraintes et les élongations. Et si on voulait trouver les déplacements, on a utilisé les triangles similaires. Même chose si on avait un problème comme celui-ci qu'on a vu en classe. Dans ce cas, les inconnus sont la réaction AY ici et la force F1. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la somme des moments de A et on a trouvé la force F1 tout de suite. Avec cette force F1, et on n'avait pas ça, j'ai pu trouver la contrainte dans cet élément et j'ai pu aussi trouver l'élongation dans cet élément. Dans les problèmes hyperstatiques, c'est le même type. Alors, si on prend ce cas et on le transforme en un problème hyperstatique, alors j'ajoute une autre membrure, ça va devenir hyperstatique. Alors, dans ce cas, les inconnus sont F1, F2 et F3, la force dans chacune des membrures. Et ensuite, ce que je fais, j'analyse le DCL de la structure et j'utilise l'équation somme des moments de A et somme de force en Y. Et ça me donne deux équations, comme dans le premier cas. Okay, je vais faire le même principe. Mais dans ce cas, au lieu d'avoir deux inconnus, j'ai trois inconnus. Alors, il y a une troisième équation qui est nécessaire. Alors, pour faire ça, ce que je vais faire, je vais trouver l'élongation dans l'élément 1, dans l'élément 2 et aussi dans l'élément 3. Et ce que je vais faire, je vais utiliser les triangles similaires pour trouver une relation. Okay, alors, dans les cas avant, on avait trouvé, par exemple, dans le premier cas, c'était E1 est égal à E2. Et dans le deuxième cas, c'était E1 plus E2. Dans le troisième cas, ok, c'est le troisième cas de problème, on va juste trouver une relation entre E1, E2 et E3. Et ça me donne une troisième équation. Et avec ces deux équations, je peux résoudre pour les forces internes F1, F2 et F3. Alors, vous pouvez voir les notes. J'ai fait un problème de ce type dans les notes. Le deuxième type de problème, ce que je vais faire maintenant, c'est comme ce premier exemple. Okay? Alors, disons qu'on a ce problème et maintenant j'ajoute une deuxième membrure axiale. Alors, je vais utiliser la même procédure. Alors, pour trouver la force interne dans ces membrures F1 et F2, premièrement, je vais prendre le DCL de la structure entière et je vais prendre la somme des moments du pin. Okay? Alors, vous voyez ici, il y a un pin. Alors, ça va enlever l'inconnu qui est la réaction. Alors, je ne vais pas avoir une équation avec les réactions. Si je prends la somme des moments d'ici, je vais avoir une équation avec F1 et F2. Alors, ça, c'est l'équation 1. Et la deuxième équation, où est-ce que je vais l'obtenir? C'est avec la compatibilité. Alors, je connais l'élongation de l'élément 1 et l'élément 2. Et maintenant, au lieu d'avoir E1 est égal à E2 ou E1 plus E2 est égal à 0, dans ce cas, je vais juste trouver une relation entre E1 et E2. Comment? En utilisant les triangles similaires. Alors ça me donne l'équation 2 et avec ça, je peux résoudre pour les forces. Alors, je vais faire ce premier type de problème, et ce type, et si vous voulez un type comme ça, vous pouvez voir les notes. Et avant de commencer, juste un point important, c'est pour les triangles similaires, on doit imaginer la structure déformée. Alors, si on a quelque chose comme ça, où on a une réaction ici, et on a les deux membrures axiales et la charge ici, P. On connaît à la réaction, le déplacement doit être égal à 0. Okay, ici, ça doit être égal à 0. Et ensuite, cette poutre doit rester rigide. Et on connaît la charge ici, on peut trouver la forme déformée. Alors, cette membrure va être en tension et celle-là en tension. Si on a une membrure comme ça et une membrure comme ça, à cause de la structure déformée, on sait que celle-là va être en compression et celle-là en tension. Okay, on peut trouver une relation entre ces élongations. Et si on a quelque chose comme ça, où la réaction est quelque part ici au milieu, on connaît que delta est égal à 0 à ce point. On a la charge ici, alors ce point va venir ici. Et on connaît delta est égal à 0 et la poutre doit rester rigide, alors on connaît que le déplacement va être quelque chose comme ça. On peut trouver une relation entre ces élongations. Alors ça, c'est les étapes qu'on va prendre pour résoudre ce type de problème. Alors, on a une poutre rigide, on a un pin et on a
et membrure axiale numéro 1 et membrure axiale numéro 2. Alors avant de commencer, c'est bien de faire le sommaire. Ok. Alors on a A1 est égal à 420 mm², L1 est égal à 500 mm, E1 est égal à 70 à la 10 à la 3 newton mm². Pour l'élément 2, A2 c'est 320 mm², L2 c'est 700 mm et E2 est égal à 105 à la 10 à la 3 newton mm². Ok. Alors on va commencer par faire le DCL de la structure. Ok. Et on va garder les réactions ici, on va pas mettre les réactions parce qu'on va prendre la somme des moments est égale à 0. Et où on va prendre ça? Au pin. Ok, on va prendre ça du point A. Alors je vais faire la somme des moments au point A est égale à 0. On va avoir F1 multiplié par 380 plus F2 multiplié par 760 moins P multiplié par 1520 est égal à 0. Alors ça va être notre équation 1. Ensuite, on connaît l'élongation de la membrure 1 et l'élongation de la membrure 2, c'est ça. Ensuite, on veut trouver une relation entre E1 et E2. Et ça, on va juste penser. Si la poutre est rigide, on connaît ici delta est égal à 0. Le déplacement au pin, ça doit être 0. Et ici, on va voir, on a la force ici. Alors, ce point ici va avoir le plus grand déplacement. Et cette poutre, si ça c'est 0, et ça c'est le déplacement ici, ça doit rester linéaire. Okay? Alors ça va être le déplacement. Alors on peut utiliser les triangles similaires pour trouver une relation entre le déplacement ici et le déplacement ici, le point C. Alors si on fait ça, okay? On a la poutre au début et ensuite la poutre déformée. On connaît comment trouver E1 et on connaît comment trouver E2. Ensuite, on connaît que delta B, parce que ça c'est une attache, okay? Le déplacement au point B, ça doit être égal à l'élongation de la membrure 1. Même chose au C, au point C, le déplacement du point C doit être égal à l'élongation de la membrure 2. Et si on fait notre triangle ici, ça c'est le point D, le point C, ça c'est le point B, le point A. On a dit ici, delta est égal à 0 au point A. Et le déplacement maximum va être au point D. Alors on va voir ce triangle. Et ça c'est déplacement B. Ça c'est déplacement C. Cette distance est égale à 380. Et cette distance c'est 760. Alors on va trouver avec les triangles similaires une relation entre delta B et delta C. Et on connaît que E1 est égal à delta B. Alors on peut écrire ça comme ça. Et on connaît c'est quoi E1, on connaît c'est quoi E2. Okay. On avait ces formules ici. Alors on va mettre ça ici. Okay. Alors on va écrire E1 est égal à E2 multiplié par 380 divisé par 760. On va écrire E1 est égal à ça et E2 est égal à ça. Et on va réarranger pour juste trouver une équation pour F1 en termes de F2. Et encore une fois, on va faire attention pour mettre les bonnes propriétés. Alors, on va commencer avec l'élément 2. Alors, ça c'est 320 mm². On avait trouvé ça, c'est 105 à la 10 à la 3. Et L2, c'était 700 mm. Ensuite, je vais faire l'élément 1. A1 est égal à 420. E1, c'est juste 70 à la 10 à la 3. Et L1, c'était 500 mm. Alors, si je fais ça, je vais trouver une deuxième équation. Okay, alors, vous voyez, pour les trois cas, les étapes sont très similaires.
Alors maintenant, on a l'équation 1, qui est l'équation du DCL, et on a l'équation 2. Ce que je vais faire, c'est juste mettre ça dans l'équation numéro 1. Ok, je vais mettre ça ici. Et je vais faire la solution pour F2. Alors on trouve F2 est égal à 55.12 kN. Alors c'est en tension. Et ensuite, je vais remettre ça dans cette équation, je vais trouver F1. On va trouver F1 est égal à 34 kN. Encore une fois, c'est en tension parce que c'est positif. Et maintenant, je peux répondre à n'importe quelle des questions. Si je voulais trouver, par exemple, la contrainte dans chacune des membrures 1 et 2, j'ai juste à utiliser sigma est égal à F sur A. Et je connais F1, je connais A1, même chose F2 et A2. Je peux trouver ça. Il va juste faire attention pour utiliser les bonnes unités, les mêmes unités, Newton, millimètre. Si je veux trouver le déplacement, okay, on va refaire ça. Ça c'est le point. Ça, on va faire ici. On avait ça B, C, et ça c'est D. Et ça c'est les membrures 1, ça c'est membrure 2. Alors si je veux, on a dit ça c'est le déplacement. Si je veux trouver delta B ou delta C, c'est facile. C'est égal à l'élongation de la membrure 1 ou l'élongation de la membrure 2. Alors pour delta C, okay, ça c'est le point B ou C. Si delta C, c'est juste l'élongation de la membrure 2. Alors je vais juste mettre les résultats qu'on avait trouvés. On va trouver le déplacement du point C. Si je veux trouver un point qui n'est pas à une attache, par exemple le point D ici, je veux trouver le déplacement du point D, je vais juste utiliser le triangle similaire. Alors on avait ça, ça c'est delta C, qu'on a juste trouvé, ça c'est delta D, ça c'est 720, 760, et ça c'est 1520. Alors on peut trouver une relation entre delta D et delta C avec les triangles similaires, et on connaît c'est quoi delta C, on peut trouver c'est quoi delta D. Alors ça c'est la fin du TD numéro 5, partie 2.